messieurs les membres du jury, chers professeurs, chers étudiants. Dans un cœur troublé par le souvenir, il n'y a pas de place pour l'espérance, disait Alfred de Musset. Il résumait déjà parfaitement l'idée qui traverse l'un des plus célèbres romans, pourtant aujourd'hui oublié, de Michel Déon, Les poneys sauvages. Édouard Michel, dit Michel Déon, 1919-2016, est un écrivain français souvent rattaché au mouvement des hussards, dont j'aurai l'occasion de reparler. Il commence une carrière de journaliste comme secrétaire de rédaction à l'Action française pendant la guerre, avant de se consacrer à l'écriture de romans. Il reçoit au cours de sa carrière littéraire de nombreux prix, dont le Grand Prix du roman de l'Académie française pour Un taxi mauve en 1973. Il est d'ailleurs élu académicien en 1978. Les poneys sauvages reçut quant à lui le prix Interallié en 1970. Il manifeste d'une manière particulière une certaine approche du souvenir, pris dans un sens très historique, pour refléter le mal d'une époque et d'une génération. Je parlerai donc uniquement de ce roman, pour faire porter mon propos sur une dimension bien précise du souvenir. Le roman suit l'histoire d'une amitié entre le narrateur et 4 hommes dont les destins se croisent tout au long du récit. Georges et le narrateur, qui ne dévoile pas son nom, rencontrent à Cambridge Barry, Cyril et Horace à la fin des années 30. Cyril, jeune poète, meurt à Dunkerque en 1940. Les autres se séparent et se retrouvent, traversent la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, apportent leurs réflexions sur les conflits de l'époque, tels que la guerre des 6 jours, la guerre d'Algérie, le massacre de Katyn, témoignant du tournant que fut le XXe siècle pour l'Europe occidentale. L'un d'eux, Georges Saval, apparaît au centre de ce tourbillon romanesque. Journaliste, il est sans doute celui qui incarne le plus une certaine quête d'absolu et de réconciliation. C'est d'ailleurs son expérience qui donne son nom au roman. Car les poneys sauvages, avant même d'être un titre, sont un souvenir. Le souvenir de la liberté et de l'insouciance de la jeunesse, évoqué dans la camaraderie de ces 5 étudiantes de Cambridge qui découvrent la littérature, l'histoire, la vie anglaise, l'amour. Il fait référence à un épisode du début du roman. Georges Saval, en compagnie de Joanne, la femme qu'il aime, contemple un matin, depuis une auberge de la New Forest, des poneys galopant dans les prés, symbole d'un bonheur perdu que Georges avait senti. Je cite. « Ce sont les premiers poneys sauvages que je vois, et peut-être les derniers. Nous allons vers un monde où il y aura de moins en moins de poneys sauvages. » Quelques heures plus tard, la voiture qui emmène Joanne explose. La perte de cette vision devient dès lors le principe même de l'écriture du roman. Avec la guerre, le souvenir s'estompe, cède la place à l'oubli, et rares sont les mentions de cet instant de bonheur au cours du récit. L'écriture se révèle quant à elle le remède à cette désillusion. Pour comprendre cette écriture, pour ainsi dire, thérapeutique, il faut envisager le souvenir dans une dimension cyclique, en élargissant la trilogie Croire, savoir, se souvenir, qui, dans le roman, passe par un épisode de profonde désillusion. Avant la guerre, les 5 étudiants vivent dans la joie, profitant de la jeunesse et des bonheurs de la vie. Leur mentalité est d'emblée expliquée, je cite. « Parce que nous étions les enfants des vainqueurs de 1918, nous partions dans la vie comme des gosses de riches, endormis par les musiques des régiments occupant la Roure, révulsés par les récits de guerre de nos pères qui juraient que leurs enfants ne connaîtraient pas ça. C'est donc une jeunesse heureuse qui se déploie dans le premier chapitre du livre, jeunesse confiante, obéissant de manière profonde au verbe croire et se comparant aux marins, regardant devant eux une mer immense, fermée par un horizon mouvant. Aucune place n'est laissée à la tristesse, même pas celle, nostalgique, de la fin de l'année universitaire qui entraîne départs et séparations. Sur cette jeunesse joyeuse vient rapidement s'abattre le choc de la guerre. La jeunesse commence à connaître la réalité de la vie, à savoir ce qu'est la guerre, ce qu'est la mort. Il constitue un véritable apprentissage pour ces jeunes hommes qui rentrent désormais dans une période de désillusion. Tous vont au combat. Cyril perd la vie sur la plage de Dunkerque. Barry, Horace et Georges se retrouvent dans les services de renseignement anglais. Après la guerre, le souvenir reste trop présent. Ce n'est plus le souvenir enchanté des années 30, mais un souvenir lourd et horrifié. Lors de la libération de Paris, il se retrouve dans l'incapacité de prendre part aux effusions de bonheur. La paix se fonde sur un oubli que le narrateur s'attache à rappeler. Je cite. «
planaient des ombres sur le tableau idyllique de la paix. Ombres du passé, morts pourrissant dans les plaines de Russie, sur les plages de Normandie, dans les Ardennes. Ombres du présent, les prisons pleines et les fusillés du petit matin à Vincennes et à Montrouge, qui mouraient en criant « Vive la France !», cris que leurs bourreaux essayaient en vain d'étouffer. Ombre de l'avenir, cette paix était à peine un sursis. Commençait une révolution qui pourrait bien être fatale au goût que ma génération avait eu pour le bonheur. À 26 ans, nous n'étions plus la jeunesse. On nous avait volé notre temps de joie, tué nos amis, ruiné nos enthousiasmes. Nous ne pourrions plus jamais croire à la justice, à la vérité, à l'honneur. Ces hommes dont la jeunesse a été volée ne peuvent plus laisser aucune place à la croyance, de peur d'être à nouveau trahis. La déception devient le principe même de l'action des personnages. Ne pas croire est le meilleur moyen, dans la pensée d'après-guerre, de ne pas être déçu. Face à cette réalité désabusée, les réactions sont multiples. Pour Barry, la seule liberté qui vaille est la fuite, la possibilité de tout quitter, y compris sa propre histoire. Elle n'est plus une foi, mais un départ. Elle n'est plus le choix d'un souvenir ou d'un avenir, mais celui de l'oubli d'un passé trop lourd et d'une mutation permanente d'identité. Barry passe son temps, dans le roman, à se transformer en un autre personnage, à adopter une autre personnalité et à vivre au gré de ces changements. Après avoir essayé de façonner les hommes à l'image d'un idéal auquel il croyait, il décide de se fabriquer lui-même à l'image de ce qu'il est le plus. La désillusion et la pensée de l'impossibilité de son idéal le conduisent à vivre dans le mensonge, selon des principes auxquels il ne croit pas, et à fuir le souvenir de ce à quoi il croyait. Il arrive au point de refuser à son ancien ami, Georges, le droit d'évoquer un passé enfoui. Il déclare lui-même vouloir être de son temps, position qui le conduit à tenter d'entrer dans un temps qui lui appartient, mais auquel il n'appartient pas, fait de souvenirs hypocrites et de dégoûts profondément anti-humains. Chez Horace, la recherche désespérée d'une réponse au traumatisme de la guerre se traduit par une condamnation volontaire au silence. En réalité, agent double de l'Union soviétique, il s'enferme dans une vie jouée et cachée, symbolisant un monde qui n'est qu'apparence. Une vision si pessimiste de la vie ne peut engendrer que deux réactions. Je cite. « Ne mettons plus d'enfants au monde, il ne faut pas qu'ils vivent ces horreurs-là. » Ou bien « Mettons des enfants au monde parce que nous saurons les protéger mieux que nos pères nous ont protégés. » Sarah, la femme de Georges, choisit la première option. Elle met néanmoins un enfant au monde, Daniel, sans pour autant accepter tout lien qui la relie à lui. Celui-ci devient l'incarnation d'un réel conflit de génération tout au long du roman. Les vieux schémas se répètent, chacun, que ce soit la mère ou le fils, refusant la filiation. Le fils, parce qu'il rejette un père qui a perdu l'absolu auquel lui-même veut encore croire. La mère, parce qu'elle affirme ne pas avoir voulu d'enfants qui souffrent et qui saignent. Les fils dévoilent leur incapacité à comprendre leur père, tandis que ces derniers veulent tenter de les comprendre sans pouvoir les rejoindre. La jeunesse de Daniel représente en effet la partie de la société qui s'oppose à la politique. Elle n'a pas connu le traumatisme de la guerre et poursuit encore l'idéal qui était celui de la génération précédente. Le personnage de Georges se révèle dès lors paradoxal. S'il se sent incapable de répondre à l'idéal de son fils, il reflète bien la quête de la vérité, par sa culture du souvenir, son refus du mensonge, sa volonté de défense de la vérité. Voilà pourquoi, derrière un roman croisant les destinées de différents personnages, se dessine une thèse engagée contre le climat littéraire de l'après-guerre. En effet, bien que le jeu ne l'intéresse pas, Déon affirme raconter sa vie, avec les événements qu'il a traversés. Événements historiques, politiques, mais aussi littéraires. Il s'inscrit dans ce sens dans le mouvement des Hussards, avec Roger Nimier, Antoine Blondin et Jacques Laurent. Si le mouvement n'est pas structuré, et parfois même récusé par ses membres, il révèle l'état d'esprit de ses écrivains, opposés à l'hégémonie des idées de Sartre, dictature d'une pensée unique, qui empoisonne les milieux littéraires après la guerre, à la manière d'un terrorisme intellectuel selon lequel toute littérature doit être engagée. Contre cette vision stérile, Déon prône un détachement, qui ne se traduit néanmoins pas par une totale indifférence envers toute question politique. D'ailleurs, les personnages des Poneys sauvages traversent tous des questionnements sur les réalités de l'époque. 3 d'entre eux sont au service de renseignements anglais. On apprend qu'Horace est en réalité un agent double, et Daniel, fils de Georges et incarnation de la génération suivante, est le premier à s'engager en faveur de l'Algérie française. Déon lui-même procède au sein du roman à une attaque très virulente du communisme
et plus précisément de l'URSS. Car l'idée qui traverse les poneys sauvages est celle de la conscience de la vanité et des risques de tout engagement idéologique et purement politique qui entraîne partout la mort des hommes, mais aussi de la littérature, et une incapacité de croire, car le savoir n'est pas ce qu'il semble être. Deux aspects de la politique ressortent donc du récit, son hypocrisie et sa stérilité. Hypocrisie parce qu'elle dicte désormais toute vérité et toute morale. Je cite. « Partout dans le monde, il devenait de plus en plus difficile d'exprimer une vérité qui ne cadra avec aucune politique. » Georges s'y oppose d'ailleurs explicitement. Journaliste bridé par la politique, soumis à l'idéologie qui le force à se taire, notamment en ce qui concerne Katyn, il apparaît encore ici comme l'héritier de la désillusion qui fait de sa vie une quête d'absolu. Lui-même affirme « Un jour, je casserai ce mur du silence et de l'hypocrisie. » Sa recherche et sa soif d'honnêteté dans un monde perverti par l'idéologie le conduiront à démissionner, seule condition d'une véritable liberté. Stérilité, car l'engagement idéologique conduit à la mort de la littérature ayant une valeur intrinsèque. Cyril, jeune poète fauché au seuil de sa jeunesse, seul personnage à n'avoir pas été contaminé par la politique, est peut-être l'incarnation de cette mort prématurée de la littérature, appelée à renaître après une réconciliation avec elle-même. L'écrivain demeure ainsi dans le débat tout en défendant le plaisir de l'écriture. Engagé contre l'engagement exclusif, il devient l'écrivain non du désengagement, mais du contre-engagement, refusant les différences, autant que le militantisme forcené. C'est ce qui lui permet de développer son art dans une véritable fresque historico-politique au sein d'une œuvre littéraire. Là encore, le souvenir est double. Il est celui d'une époque, mais aussi d'une tradition littéraire. La réconciliation historique des hommes avec leur époque trouve un écho dans la réconciliation de la littérature avec elle-même, qui privilégie l'élégance dans le style, en ayant plus le souci de plaire que de démontrer. Elle trouve par conséquent sa place dans un roman romanesque. Il est certes difficile d'avancer une thèse sur une quelconque réconciliation historique quand l'auteur lui-même défend en premier lieu le plaisir de l'écriture. C'est pourquoi j'ai rappelé sa volonté d'être davantage contre-engagé que désengagé. Au demeurant, c'est aussi le travail de l'œuvre littéraire et de la foi en sa valeur qui est source de réconciliation avec une époque, une histoire et des souvenirs. En d'autres termes, la réconciliation avec une tradition littéraire permet un rappel de la foi en la littérature, rappel qui se révèle être un début au retour du croire. Le roman romanesque peut dès lors se déployer dans des histoires croisées, très différentes, mais pourtant inéluctablement liées. Les péripéties abondent, les sentiments et les passions ont un rôle important. Le lecteur suit les aventures des 4 héros et de leurs rencontres avec des personnages pittoresques et hors du commun, tels Chrysoula, ancienne prostituée que Barry épouse à Égine, en Grèce, avant de la tuer, pour partir se forger une nouvelle identité. La position de Déon n'en reste pas moins ambiguë, puisque Georges affirme dans l'une de ses lettres au narrateur que Barry n'est pas un héros de roman, avant d'expliquer qu'il n'obéit pas à une logique romanesque, mais surgit là où on ne l'attend pas. C'est là tout le travail de Déon. Les personnages sont romanesques car remplis d'incertitudes, et vivant au gré des événements qui traversent la période. La définition de Georges du non-romanesque est en fait chez Déon celle du romanesque. Georges se trompe, et pour cause. Il est lui-même héros de roman, à la fois réel et fictif, et ne peut donner une conception juste de l'univers dans lequel il vit. Le lecteur comprend d'emblée le détournement propre à délivrer une certaine vision du roman romanesque et à faire œuvre de littérature. En revanche, peut-être ne sont-ils pas encore à ce moment totalement romanesques. Peut-être leur attachement à la politique, à la guerre et à l'hypocrisie est-il ce qui les empêche de se dévoiler totalement comme des personnages de roman, en demeurant trop proches d'une réalité historique qui les touche. Le roman de Déon prend dès lors une nouvelle dimension, en apparaissant comme un lent travail de souvenir, ayant pour but de délivrer les personnages de leurs attaches au monde et à la politique, pour en faire de véritables héros romanesques. Le romanesque voit son avènement en même temps que celui d'une certaine foi, foi en la littérature, foi en l'amour, foi en l'homme. La clé de la réconciliation apparaît finalement comme celle de la libération. Il s'agit désormais pour les personnages de laisser tomber les vieux fantômes, d'abandonner tout ce qui les rattachait aux souvenirs atroces et à l'hypocrisie de l'oubli. C'est l'image de Georges, qui, du premier étage de la tour Eiffel, laisse tomber le souvenir de sa femme, Sarah, qui n'était qu'un moyen d'oublier son véritable amour, Johan, et laisse tomber ses souvenirs de journaliste,
symbole de l'hypocrisie de la politique. La libération ainsi accomplie peut alors laisser place à une résurrection, particulièrement bien représentée par le personnage de Délia. Délia est la sœur de Cyril. Elle est née peu après la mort de ce dernier, à Dunkerque. Pourtant, elle ne vit que par le souvenir de son frère. Et vivre est un grand mot, car le seul souvenir qui la rattache à lui est celui de sa mort. Décidée à fréquenter le monde des morts, elle refuse de vivre avec les vivants. Elle ne consent à cela qu'à la fin du récit, quand elle décide de ne plus parler de la mort de son frère, mais de l'accepter comme un souvenir d'un poète, dont le génie dévoilé à titre posthume vient augmenter la gloire. À la fin du roman, le narrateur va visiter George, qui s'est installé en Irlande. Il s'est acheté des poneys sauvages qu'il aime contempler depuis sa fenêtre. Il a en réalité retrouvé le bonheur en même temps qu'il est devenu véritablement romanesque. Il devient aussi lui-même, en même temps que les autres personnages, un poney sauvage, galopant dans les clairières de l'histoire pour y faire éclater la vérité en s'exilant de l'hypocrisie. Vous comprenez maintenant que George apparaît comme l'incarnation et la réussite de l'écriture romanesque dans son projet de consolation et de réconciliation. Rendu à lui-même, délié des chaînes aliénantes du souvenir falsifié, rien ne s'oppose plus à l'avancée de sa vie. Le roman, ponctué de lettres de George au narrateur exprimant son sentiment à la lecture de l'œuvre, se clôt sur une dernière de ses lettres, où il n'hésite pas à écrire « Vous avez imprimé à la vie une cohérence que je lui refusais. » Je vous remercie.